Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Sharon Camara et voici les titres. Une économie qui affiche une croissance continue depuis plus de 10 ans. En Côte d'Ivoire, les signaux sont au vert, mais la prudence reste de mise face à un climat politique encore fragile et des inégalités sociales qui persistent. La dette cachée, un lourd fardeau pour le Sénégal qui pèse sur les finances nationales, alors que la mission du FMI s'est conclue sans accord pour un nouveau programme de prêt. Quels sont les enjeux et défis auxquels le pays doit faire face? Nous en parlons dans cette édition. La digitalisation des services portuaires pour renforcer la compétitivité maritime en Afrique. Nous irons à la rencontre d'une start-up pionnière dans le domaine qui aide les structures à faire face aux défis quotidiens pour plus d'efficacité. C'est un constat qui fait l'unanimité. L'économie ivoirienne se porte bien. Au cours de la dernière décennie, le pays a su renforcer et diversifier les piliers de son économie. Pourtant, les défis restent nombreux, le partage des richesses reste inégal et le climat politique est encore fragile. Des détails dans ce sujet. La Côte d'Ivoire affiche l'une des économies les plus prospères d'Afrique de l'Ouest. Entre 2012 et 2024, le PIB réel du pays enregistrait une croissance moyenne comprise entre 6 et 7% par an. Une dynamique portée par la diversification progressive de l'économie nationale au cours de la dernière décennie. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou, le pays s'appuie également sur l'essor des secteurs pétroliers et gaziers, avec notamment la mise en production du champ baleine en août 2023, des industries extractives ainsi que du secteur tertiaire, incluant les transports et les communications. Avec son plan national de développement, PND, entre 2021 et 2025, la Côte d'Ivoire ambitionne d'accélérer sa mutation en ciblant une croissance annuelle moyenne supérieure à 7% et l'accès au rang de pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. Cependant, malgré les bonnes performances économiques, les inégalités sociales persistent dans le pays. D'abord entre Abidjan, capitale économique qui regroupe 22% de la population et concentre 80% de l'activité économique, et le reste du pays. À l'échelle nationale, l'économie demeure largement informelle, représentant plus de la moitié du PIB et plus de 90% des emplois. Si la dynamique économique a contribué à limiter le chômage, notamment des jeunes qui se situent autour de 5%, cette statistique marque la prédominance du sous-emploi et l'importance du secteur informel. Et pour analyser la situation, nous recevons M. Modibo Mao Makalou, qui est économiste. Bonjour M. Makalou et merci d'avoir accepté notre invitation. M. Makalou, quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution de l'économie ivoirienne au cours de cette décennie et surtout au sortir de la crise politique de 2011 ? D'abord, il faut comprendre que quand un pays sort de crise, évidemment, la croissance économique a tendance à être assez élevée. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, quand même, depuis la fin de la crise politique, et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que elle a un des taux de croissance économique les plus élevés du continent. Donc, c'est maintenu et jusqu'à l'année prochaine encore, on pourrait même atteindre jusqu'à 8%. La Côte d'Ivoire est vraiment sur une trajectoire assez importante en termes de croissance de l'économie et du produit intérieur brut. Même s'il y a par ailleurs quelques inégalités et puis une très forte concentration des activités autour d'Abidjan. Vous parlez de ces inégalités persistantes. Que faire pour y remédier et surtout comment expliquer qu'il n'y ait pas eu de réduction significative au cours de cette décennie de croissance ? Mais vous savez, le processus, c'est un développement à moyen et long terme. C'est le travail au moins d'une génération. Vous savez, 50 ans dans la vie d'une nation, ce n'est rien du tout. Et là, nous sommes en train de parler de 12-13 ans. Je pense que le travail qui est en train d'être fait d'année en année est vraiment remarquable. Et s'ils arrivaient à continuer dans ce sens, je pense que ce serait une très bonne chose. La disparité, évidemment, ça met du temps. On met du temps à les réduire parce que vous savez, si vous regardez la structure de l'économie ivoirienne, c'est en grande partie basé sur le secteur tertiaire, le secteur des services. Donc ça, ce sont les télécoms, les finances, le commerce, le transport. Et c'est concentré généralement dans les grands centres urbains. Et évidemment, Abidjan, c'est une mégapole et qui attire vraiment beaucoup de capitaux et beaucoup de personnes.
et pratiquement 80% de l'économie de la Côte d'Ivoire. Un des obstacles à la croissance de l'économie ivoirienne, c'est le secteur informel qui occupe à peu près 80% de l'activité. En quoi est-ce que le climat politique affecte-t-il l'économie ivoirienne ? La politique et l'économie sont très liées, c'est intrinsèquement lié. J'ai l'habitude de le dire prosaïquement que l'argent n'aime pas le bruit, que les investissements n'aiment pas l'incertitude. Et l'instabilité politique, évidemment, alimente l'incertitude parce que des investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers, évidemment, quand il y a des incertitudes, ils ont tendance à thésauriser, c'est-à-dire à attendre, à être attentistes en attendant que la situation se déclenche. Parce que vous savez, madame, la lisibilité et la visibilité des politiques publiques est un aspect déterminant de la bonne gouvernance. Donc, quand il y a de l'incertitude, évidemment, les gens ont tendance à décaler, à attendre de voir plus loin. Donc, évidemment, après ces élections, je pense que c'était quand même une épée de Damoclès. Nous attendons de voir comment cela va se passer avec les législatives qui arrivent à la fin de l'année. Si la Côte d'Ivoire continue sur la trajectoire sur laquelle elle se trouve, il n'y aura aucun problème. Ce dont nous redoutons, c'est un peu s'il y a de l'instabilité institutionnelle ou des incertitudes au niveau politique. Mais en dehors de cela, je pense que la gestion économique de la Côte d'Ivoire est vraiment, je pense que c'est quelque chose de remarquable et que si la Côte d'Ivoire continue sur cette lancée, je pense que la Côte d'Ivoire sera un pays émergent à l'horizon 2030, sans aucun doute. Merci, Monsieur Macalou, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Les Sénégalais appelés à participer à l'effort collectif face à la situation financière critique. Le pays qui n'est pas parvenu à trouver un accord avec le FMI pourra-t-il se relever de cette situation ? Quelles solutions envisager pour y parvenir ? Élément de réponse dans ce sujet de notre correspondant Joël Kouam. Alors que les tensions montent entre les camps du pouvoir et de l'opposition au Sénégal sur la question de la dette cachée, au sein de la population, la situation suscite beaucoup d'interrogations. Entre spéculation et inquiétude, ils sont nombreux à s'interroger sur le sens et les enjeux de cette dette pour le pays. Quand un État a un budget, l'argent qu'il n'a pas, il l'emprunte. Ce qu'on appelle déficit. Et l'accumulation de tous les déficits, ce qu'on appelle la dette. Cette accumulation de cette dette de garantie a fait que ça devenait, c'est allé à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA ou 7 milliards de dollars. Donc, ne pas le répertorier sur la loi de finances fait qu'on parle de dette cachée aux parlementaires et cachée par rapport aux normes de l'UMOA. Selon l'économiste, les États doivent miser sur des solutions durables pour éviter de telles situations à l'avenir. En matière de dette, il y a deux solutions que peut faire l'État. Soit emprunter pour repayer la dette, ce qu'on appelle le système de levier, ou faire ce qu'on appelle de la création monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale va acheter la dette. Ce que fait la France. Depuis jusqu'en 2023, toute la dette l'avance que l'État français ne peut pas payer, c'est la Banque centrale de France qui l'achète. Comme les États-Unis de même. L'année dernière, le FMI a gelé le programme d'aide financière de 1,8 milliard de dollars destiné au pays après la révélation de cette dette cachée. Estimée dans un premier temps à près de 7 milliards de dollars, elle est désormais évaluée à plus de 11 milliards. La digitalisation des services portuaires peut contribuer à la compétitivité maritime du continent. Des startups se sont spécialisées dans ce service pour aider les structures à répondre aux différents défis du quotidien. Retard de livraison, démarches administratives ou encore gestion des risques. Notre correspondant Cédric Seosolo a rencontré l'une de ces startups. Reportage. Gwen Goulot est un jeune business développeur congolais au sein d'une entreprise qui fournit des solutions digitales d'approvisionnement et logistique aux autorités portuaires visant à améliorer la compétitivité des ports africains à l'échelle mondiale. Invité au 45e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour un retour d'expertise, il a dû répondre à l'appel d'offres des autorités portuaires de la République du Congo qui nourrissent l'ambition de connecter tous les acteurs du port. La digitalisation, c'est du sans-papier. C'est faire ces procédures ou faire une demande au port autonome sans bouger. Toutes les procédures combinées dans une seule plateforme éventuellement permet à un port
d'être plus compétitifs. Plusieurs ports africains ont déjà mis le cap vers la digitalisation des flux d'informations avec des résultats impressionnants. Le port de Cotonou que nous avons accompagné via le gouvernement béninois est passé de la 23e place en une année à la 3e place au niveau de Logistic Performance Index de la Banque mondiale. Mais la démarche n'est pas sans contrainte. L'implication des acteurs politiques est essentielle pour mieux s'approprier ces solutions digitales. Pour atteindre cet objectif, il nous faut une bonne gouvernance au sein de l'autorité portuaire afin que tous les défis, aussi bien économiques qu'environnementaux, soient pris en compte. L'Afrique a connu ces dernières années une croissance des volumes d'échanges maritimes de plus de 26% grâce au dynamisme des mégaports comme ceux de Tanger, de Lomé, d'Abidjan, mais aussi de Pointe-Noire qui a atteint l'an dernier une capacité d'accueil de plus d'1 million de conteneurs. Et c'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations et d'actualités économiques, restez sur Africa News ou rendez-vous sur notre site africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.